voit que vous êtes déjà assez nombreux de connecter, donc on va vous proposer de démarrer parce qu'on a un temps forcément un peu restreint pour parler d'un sujet qui va forcément amener pas mal d'échanges certainement avec vous. Donc, juste avant de passer la parole à Hortense, je voulais commencer. Donc, moi, je suis Hélène Quérodrin, déléguée générale de France Filière Pêche. Et je voulais évidemment vous souhaiter la bienvenue d'abord à ce webinaire, vous remercier de votre présence, parce que vous êtes nombreux connectés ce matin. Vous avez été invité à vous joindre à nous ce matin pour parler d'un sujet qui est plutôt difficile pour l'environnement marin et la filière pêche, que sont les captures accidentelles de mammifères marins. Un sujet d'autant plus difficile que ce matin, on va se contenter d'une certaine manière d'une approche scientifique ou technique en laissant de côté un certain nombre d'aspects qui vous intéressent toutefois, tous les aspects, on va dire, politico-économiques. C'est des questions qu'on sait pas du tout annexes à la problématique dont on va parler ce matin. Pour autant, ce matin, on voudrait vraiment se contenter des sujets de la partie vraiment scientifique du projet dont on va parler ce matin. Et cette problématique des captures accidentelles de dauphins, elle a débouché sur beaucoup de projets. Ça aussi, vous êtes certainement tous au courant du nombre de projets qui sont chaque année qui travaillent chaque année sur ce sujet et qui essayent d'apporter chacun un peu à leur façon des éléments de réponse sur des questions qui peuvent être complémentaires les unes des autres. Donc il y en a plein, des questions que vous vous posez, qu'on se pose aussi. Pourquoi on fait face depuis plusieurs années à une recrudescence des échouages, des captures accidentelles? Pourquoi à certaines périodes? Pourquoi quelles en sont les causes en fait? Donc la pêche, on s'en rend compte évidemment, on va en parler ce matin puisqu'il y a les constats de capture accidentelle qui sont faits par les pêcheurs eux-mêmes, mais est-ce que la seule activité de pêche peut expliquer toutes les captures ou tous les échouages en tout cas qu'on peut constater? Et en fait, on pourrait même se poser la question du lien entre échouage et capture accidentelle. Bref, plein de questions qui se posent. Pour autant, encore une fois, ce matin, on va se contenter d'une petite partie de la problématique et tenter de vous apporter des réponses sur ce qui explique la recrudescence des captures accidentelles observées depuis ces dernières années. Les échanges de ce matin vont donc être autour de cette problématique avec l'équipe scientifique qui travaille toujours sur le projet Delmoge et qui va forcément vous amener à poser tout un tas de questions. Donc, vous aurez la possibilité de le faire, évidemment, dans la partie dédiée de Zoom. Et je voudrais justement profiter pour vous rappeler un peu l'ambition de ces webinaires. Il y en a eu plusieurs, vous êtes peut-être nombreux à avoir participé au webinaire précédent. L'ambition, c'est vraiment de vous présenter ce projet. Donc, encore une fois, avec sa composante technique, scientifique, pourquoi il est accompagné par France Filière Pêche et qu'est-ce qu'il apporte de concret comme résultat pour la filière et qui vous donne et vous donner évidemment l'opportunité d'échanger avec cette équipe scientifique qui travaille sur le projet. Donc, très certainement, on le sait d'avance, vous aurez envie de poser des questions sur des aspects, encore une fois, qui ne sont pas du tout annexes et plutôt complémentaires de ce travail scientifique, et notamment, on va le dire tout de suite, des questions autour de la fermeture du golfe de Gascogne. On n'est pas là ce matin pour en parler, on n'est pas là pour essayer de trouver malheureusement des solutions alternatives à cette fermeture. Ça reste un sujet. Pour autant, voilà, si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là, un peu politique aussi, on se permettra de ne pas y répondre ce matin. Pour autant, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous intéressent dans le chat. On répondra à celles qui sont en lien directement avec le projet Delmoge ce matin. Les autres, on les notera. On vous renverra éventuellement vers les personnes qui seront plus à même de vous répondre. Mais voilà, on se permettra de potentiellement trier certaines questions. Ne soyez pas vexés, c'est vraiment pour tenter de répondre à la problématique très technique de ce matin. Voilà, j'espère que c'est très clair pour tout le monde. Hortense, je te laisse la parole. Donc Hortense Saint-Hilaire, chargée des projets scientifiques chez France Filière Pêche. Et puis, je te laisse évidemment animer cette session de travail avec les scientifiques qu'on remercie vivement de nous accompagner ce matin pour parler de ce sujet. Voilà, bon webinaire à tous. Merci Hélène pour cette introduction. Alors vous l'aurez compris, ce webinaire a pour objectif de vous présenter donc de manière vulgarisée les derniers résultats scientifiques qui ont permis de mieux comprendre l'augmentation des captures accidentelles qui est observée dans le golfe de Gascogne, donc capture accidentelle de dauphins communs.
Alors, on va commencer cette session par une courte introduction de 10 minutes qui va permettre de remettre en contexte cette problématique qui remonte, vous allez le voir, à plus de 50 ans. Cela vous permettra de comprendre la complexité du phénomène et l'enjeu du projet Delmoge, qui a donc mené son enquête pour comprendre le phénomène. C'est Jérôme Spitz, qui est directeur de l'Observatoire Pélagis, qui répondra donc à mes questions pour vous présenter les hypothèses qui ont été explorées par le projet Delmoge. C'est ensuite Mathieu Doré qui interviendra pour vous présenter l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette augmentation observée. Et donc, on terminera par une session de questions-réponses où on posera vos questions aux intervenants qui seront rejoints par d'autres scientifiques qui ont participé au projet. À tout moment durant ce webinaire, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur le bouton que vous voyez à l'écran. Et donc, voilà, toutes ces questions seront posées aux intervenants en fin de présentation. Alors, avant de répondre au pourquoi, il faut déjà comprendre par quels moyens est-ce qu'on peut observer cette hausse des captures accidentelles. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce constat finalement? Donc, on a deux méthodes de suivi qui sont mises en place pour suivre l'évolution des captures accidentelles. Une première de longue date, hein, puisqu'elle commence dans les années 1970, qui consiste à suivre les échouages de dauphins de manière générale, hein. Donc, des échouages qui ont lieu de tout temps sur les côtes françaises, hein, mais pas que, hein, et pouvant être liés à des causes naturelles, mais aussi à des causes liées à l'homme, comme la pêche, bien sûr, mais pas que, hein. Ça peut être, par exemple, une collision avec un navire, hein. Donc, ce suivi est réalisé par le réseau national d'échouage qui repose sur le signalement volontaire des animaux échoués qui font ensuite l'objet d'examens par Pélagis, qui est l'organisme en charge du pilotage de ce réseau. Donc, à travers le suivi des dauphins échoués, il peut déjà y avoir une première estimation du nombre de captures accidentelles. La deuxième méthode qui, elle, consiste à estimer le nombre de captures accidentelles de dauphins, c'est via des observations en mer. Donc des observations en mer via un réseau d'observateurs embarqués, mais aussi via les déclarations des pêcheurs. Donc ça, c'est une donnée qui est analysée par un groupe d'experts au sein du Conseil scientifique européen, donc le CIEM, qui est aussi en charge notamment de donner un avis sur les quotas de pêche, hein, par exemple, et qui, à partir de ces données d'observation, vont également proposer une estimation. Donc, on a deux méthodes de suivi, chacune bien sûr avec leurs biais associés, mais les deux arrivent quand même à un même constat, c'est une hausse des captures accidentelles à partir de 2016. Donc voilà, la question qui suit, c'est en quoi est-ce que c'est un problème finalement, hein. Eh bien, parce que le dauphin, c'est une espèce protégée. Mais vous allez voir que ça n'a pas toujours été le cas, hein, puisque dans les années 1900, c'est une espèce qui est consommée et classée nuisible. Donc il y a des politiques d'extermination du dauphin parce que on juge qu'il rentre en concurrence avec les activités de pêche, notamment qui ciblent la sardine, par exemple. Donc c'est ensuite une espèce qui va devenir de plus en plus appréciée par la société, hein. Quelque chose qui est représentatif de la montée en popularité du dauphin, c'est par exemple cette fameuse série de films Flipper le dauphin jusqu'en 1968. Donc voilà, c'est anecdotique, hein. Et en 1970, on a donc une espèce qui devient protégé par un arrêté du 20 octobre 1970 qui interdit de détruire, poursuivre ou capturer, même sans intention de les tuer, donc les dauphins. Et donc ça, sans intention de les tuer, ça fait notamment référence aux captures accidentelles qui ne sont pas intentionnelles, hein. Ensuite, on a un renforcement du cadre de protection à l'échelle européenne en 1992, puisque le dauphin est inscrit dans l'annexe de la directive Habitat Faune-Flore. Alors, qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est que les États ont pour obligation d'instaurer un système de contrôle des captures et de mise à mort accidentelles. Et ils doivent aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'incidence négative importante sur les espèces en question, dont le dauphin qui est dans l'annexe.
Donc, suite à ça, on a l'État français qui se mobilise parce qu'on continue d'observer une augmentation des échouages et aussi avec des dauphins qui ont des traces de capture accidentelle. Et donc, on a la mise en place d'un groupe de travail national sur les captures accidentelles de dauphins en 2004 et qui va ensuite être réactivé en 2017, piloté par les ministères en charge des pêches et de l'écologie, avec au début comme participants les scientifiques et les pêcheurs, mais ensuite rejoints par l'OFB et les associations environnementales en 2017. Donc l'objectif, c'est de rassembler et partager la connaissance, mais aussi de mettre en œuvre des mesures pour limiter le phénomène et des règlements. Alors, on a donc de ce statut de protection et aussi notamment de ces groupes de travail que découle une modification du cadre réglementaire en lien avec la pêche. En 2002, on a une première interdiction donc, du filet maillant dérivant. C'était des longs filets qui étaient laissés à la dérive avant d'être remontés par les pêcheurs et donc qui étaient responsables de capture accidentelle de dauphins. Donc cet engin de pêche est interdit en 2002. On a ensuite, entre 2017 et 2020, les chalutiers qui sont équipés petit à petit de pingers. Donc, les pingers, c'est des effaroucheurs acoustiques qui permettent d'éloigner les dauphins des engins de pêche. Et c'est en 2020 donc, que ça devient obligatoire sur les chalutiers pélagiques, donc qui sont traînés au milieu de la colonne d'eau, et des merceaux en paire, des merceaux donc plutôt vers le fond et tirés par deux bateaux. En 2018, on a également l'obligation de déclaration des captures accidentelles par les patrons pêcheurs, donc qui doivent déclarer lorsqu'ils ont une capture accidentelle de dauphin. Alors, en parallèle de tout ça, on a donc toujours cette augmentation des captures accidentelles qui est observée et on a beaucoup de projets de recherche qui sont mis en place pour comprendre en fait et un effort de recherche qui commence très tôt, hein, puisque dès 1993, on a déjà des campagnes d'évaluation pour estimer le nombre de dauphins et c'est des campagnes qui sont menées dans les airs, donc des avions qui vont survoler les eaux et identifier donc à l'œil lorsqu'ils observent des cétacés ou bien des dauphins. Donc on a aussi dès 1993 des premiers projets qui visent à estimer les captures accidentelles de dauphins. Ensuite, c'est à partir de 2004 qu'on a les premiers projets qui visent à tester des solutions technologiques, comme par exemple les pingers dont je vous ai parlé plus tôt, donc des solutions pour éloigner les dauphins des filets. Donc on voit donc bien qu'il y a une prise de conscience et une mobilisation de l'ensemble des acteurs professionnels et scientifiques pour comprendre ce phénomène complexe et trouver des solutions. Malgré cela, on continue d'observer une augmentation de ces captures accidentelles sans comprendre pourquoi. Et donc, on a en 2020 un plan d'action pour la protection des cétacés qui est mis en place par le gouvernement français. Donc, les grands objectifs, c'est déjà de fixer un seuil de capture accidentelle compatible avec le bon état écologique. Donc, ça fait notamment référence à cette directive Habitat Faune Flore que je vous ai présentée plus tôt. Bien sûr, le renforcement des connaissances autant sur l'espèce, la pêche que sur aussi des tests de mesures technologiques type effaroucheur. Et donc, malgré cela, on a toujours le phénomène qui s'intensifie. Et c'est ensuite, dès 2020, donc en juillet 2020, qu'on a une mise en demeure de la Commission européenne qui juge notamment que les mesures de ce plan d'action sont insuffisantes. Donc, en effet, les avis du Conseil scientifique européen soutiennent que le taux de capture accidentelle a dépassé le niveau permettant le bon état écologique de la population du golfe de Gascogne. Et donc, la Commission met en demeure la France, mais pas que. Il y a aussi l'Espagne et la Suède qui sont concernés. On a ensuite en 2022 la Commission qui précise cette mise en demeure avec un avis motivé qui précise donc que les mesures qui étaient recommandées par la science n'ont pas été mises en œuvre. Et donc, c'est à partir de là qu'on a le Conseil d'État qui est saisi par les associations environnementales qui demandent une fermeture du golfe de Gascogne à l'origine, il voulait une fermeture de 4 mois. Donc, on a la décision du Conseil d'État qui tombe en octobre 2023
avec une fermeture qui est actée pendant un mois sur 3 ans, pendant la période à risque du 22 janvier au 20 février. On a donc des engins identifiés comme à risque qui sont très nombreux en l'absence de connaissances plus fines sur les interactions pêche-cétacés. Des mesures donc de fermeture spatio-temporelle qui ont finalement concerné une partie substantielle des métiers actifs dans le Golfe. Vous n'êtes pas sans connaître que cette fermeture a eu un impact sur l'ensemble des entreprises de la filière. Du côté des producteurs, ce sont 287 navires qui sont restés à quai pendant un mois pour une perte de chiffre d'affaires estimée à 16 millions d'euros en 2024. Alors, ils ont été indemnisés partiellement par un dispositif qui a été mis en place par l'État, et ce, de même pour les entreprises de mareyage qui ont également, bien sûr, été fortement impactées par cette fermeture, qui, elles, ont bénéficié d'une indemnisation à hauteur de 2,7 millions d'euros. Donc, ça met en avant qu'il y a eu de fortes pertes de chiffre d'affaires. Et donc, si ces mesures de fermeture ne concernent que, au premier abord, la pêche, c'est en réalité toute une filière et un écosystème de services qui ont été affectés. Donc, on peut citer les ports, les criées, les poissonneries, les coopérations maritimes et j'en passe. Et donc, toute une filière qui n'a pas été indemnisée. Alors, pour résumer cette introduction, donc on observe une intensification des échouages et des captures accidentelles dans le golfe de Gascogne depuis 2016. Au regard du statut de protection de cette espèce, l'État a pour obligation de mettre en place des mesures de protection pour réduire le phénomène. Donc, on a eu une mobilisation générale de l'ensemble des acteurs, gestionnaires, professionnels et scientifiques pour rechercher des solutions et comprendre pourquoi. Donc aujourd'hui, l'Europe a jugé que les mesures étaient insuffisantes et on en est donc arrivé à une fermeture générale du golfe de Gascogne donc pendant la période à risque, une mesure d'urgence qui a eu des conséquences sur l'ensemble de la filière pêche. Donc, c'est une thématique à fort enjeu socio-économique et politique. Il y a donc eu beaucoup d'efforts pour comprendre et apporter des solutions. Cependant, on a toujours du mal à comprendre le pourquoi est-ce qu'on observe cette augmentation. Et c'est de ce constat que le projet Delmoge a été mis en place pour intégrer l'ensemble des connaissances, mais aussi combler les lacunes en collectant de la donnée. Un projet qui a commencé en 2022, qui a duré 3 ans, un projet collaboratif porté par l'Université de La Rochelle, le CNRS et l'IFREMER en partenariat avec l'Université de Bretagne occidentale et le Comité national des pêches en collaboration avec l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité. C'est un projet qui est cofinancé par le ministère de la Transition écologique et la DGAMPA, la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, et par France Filière Pêche. Aujourd'hui, c'est Jérôme qui va commencer par vous présenter le projet. Jérôme Spitz, qui est directeur de l'Observatoire Pélagis, qui est donc en charge de la coordination du réseau national d'échouage. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour Hortense, bonjour à tous. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer pourquoi le projet Delmoge et nous présenter le projet dans sa globalité? Oui, merci. Alors, comme tu l'as introduit, le contexte du projet Delmoge est bien sûr poser la question du pourquoi. On a vu qu'il y a eu un certain nombre de projets depuis le début des années même 90, qui se sont focalisés sur le combien de dauphins, combien de captures. Donc, il y a eu pas mal d'efforts de recherche, on va dire par le passé, en tout cas antérieur à Delmoge sur ces questions-là. Aussi, un certain nombre de projets qui travaillaient sur des solutions techniques, des modifications de chaluts, des développements d'effaroucheurs plus ou moins actifs ou interactifs. Et jamais encore, vraiment, on avait posé la question du pourquoi et de comprendre quels étaient les mécanismes à l'origine des captures accidentelles et surtout à l'origine de l'augmentation des captures accidentelles observées depuis au moment de 2016, à partir de 2016, quoi. Donc les deux piliers étaient cette compréhension du pourquoi et aussi au moment de la conception du projet, donc on n'avait pas encore d'un contexte de fermeture. Donc le projet voulait aussi travailler sur les scénarios de rémédiation, savoir quelles étaient les différentes mesures, comment les positionner, et essayer de voir, de construire, de travailler aussi sur l'acceptation d'un ensemble de mesures de mitigation.
Pour ce faire, on a structuré le projet, on va dire, en quatre grands piliers pour progresser, on va dire, du dauphin vers la remédiation. Donc, avec un premier sur le dauphin commun, un premier axe sur le dauphin commun dans le golfe de Gascogne, donc centré autour du dauphin. On va en parler un peu largement dans la suite de la présentation. Le deuxième pilier était sur le dauphin finalement dans son environnement. Là, on regardait de l'environnement physique jusqu'au dauphin en passant du coup par le plancton et par, on va dire, un maillon qui est clé qui va être les ressources des dauphins communs qui sont les petits poissons pélagiques. Le troisième axe était plus centré sur on va dire sur les engins de pêche et sur les interactions entre ces engins, entre les pêcheries et les dauphins, avec aussi voilà, beaucoup de travail plutôt méthodologique de reconstruction de l'effort, de construction des techniques, de la relation entre zone de capture et activité de pêche. Et le troisième volet, le dernier volet, qui était le deuxième grand objectif, travaillait sur, plutôt porté par les collègues de sciences humaines et sociales, travaillait plutôt sur les scénarios de rémédiation, la perception et les différentes mesures qui pourraient être prises pour assurer à la fois le maintien des activités socio-économiques et en même temps la conservation de la biodiversité marine et notamment des populations de dauphins communs. Oui, donc un projet, très ambitieux qui, a permis de faire avancer la connaissance sur le phénomène, mais aujourd'hui, on va seulement se focaliser sur une partie du projet, qui a essayé donc de répondre à la question donc pourquoi est-ce qu'on observe cette hausse des captures accidentelles? Pour cela, vous vous êtes, déjà demandé, ce qui pourrait expliquer, cette augmentation et donc vous avez formulé des hypothèses. Est-ce que, tu peux nous présenter, ces hypothèses? Alors, on va les présenter aussi rapidement en rappelant que c'est un projet un peu original aussi dans sa conception, puisque finalement, il a recueilli on va dire des souhaits de l'État, des scientifiques, de la profession. Tout le monde n'avait pas forcément les mêmes priorités, et on a réussi à avoir, on va dire, une forme de compromis sur ce projet, notamment de tester, on va dire, des hypothèses qui pouvaient être émises par différentes parties prenantes. La première était une première hypothèse sur plus de pêche. Est-ce qu'on a plus de capture parce qu'on a plus de pêche? Une deuxième hypothèse était plutôt portée sur les dauphins. Est-ce qu'on a plus de capture parce qu'on a plus de dauphins? Troisième hypothèse était de savoir est-ce qu'on a plus de capture parce qu'en fait les dauphins sont en moins bonne santé, ils vont se capturer plus facilement qu'avant, donc on a plutôt une dégradation de leur état de santé par rapport aux années antérieures. Une quatrième hypothèse qui était plutôt liée à un changement de l'alimentation. Est-ce que les dauphins ont changé leur alimentation, ont changé leur proie, et notamment est-ce qu'ils viennent s'alimenter sur les filets ou sur les espèces ciblées par les pêcheries en hiver? Et une dernière hypothèse, est-ce que ce qu'on observe en fait est un phénomène de cascade, un phénomène de domino, de changement dans l'écosystème qui a amené une situation environnementale différente. OK, donc si on résume, 3 grands types d'hypothèses donc qui concernent, les dauphins, la pêche et des changements dans l'environnement qui bouleverseraient, l'écosystème. Donc on va commencer par, cette première hypothèse. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la pêche dans le golfe de Gascogne ou un changement de pratique qui pourrait expliquer cette augmentation? Alors, dans un premier temps, on a regardé les paramètres classiques réglementaires de l'effort de pêche, donc qui sont principalement voilà, le nombre de navires, des jours de pêche, des temps de pêche, des notions de puissance, qui sont plutôt, on va dire, des indicateurs plutôt, on va dire, économiques ou socio-économiques. On n'a vu aucune augmentation des activités de pêche dans la série, voire même peut-être même une diminution à ces échelles-là, quoi. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait besoin de regarder à une échelle plus fine, en tout cas une échelle différente, certaines métriques, certaines manières d'évaluer l'effort, notamment pour avoir une meilleure vision de l'effort réel sur le milieu marin et pas uniquement, on va dire, sur l'activité économique, quoi. Ce qui nous a amené à travailler sur certaines métriques comme les dimensions des filets, leur hauteur, leur longueur, afin de travailler sur des surfaces pêchantes,
de regarder aussi l'évolution de la durée d'immersion, vraiment du coup la durée de pêche sur les filets. J'insiste sur les filets, autant sur les chalutiers, on a voilà, une bonne définition, un bon travail sur les efforts, autant sur les filets, il y a eu vraiment un apport du projet pour essayer de quantifier ces nouvelles métriques d'efforts, et notamment en couplant avec un certain nombre de données, notamment de géolocalisation, à travers du coup les positionnements voilà, satellitaires et géographiques des bateaux, à travers du coup les données de VMS et d'AIS notamment, et les données collectées notamment sur OPSMER, mais aussi sur OPSCAM, les données déclaratives, pour essayer du coup de reconstituer un certain nombre de paramètres qu'on n'a pas, qu'on va dire qui ne sont pas rapportés, comme les longueurs de pose, la manière dont les filets ont été posés, les interactions avec aussi les espèces ciblées. Ce qui nous a amené à pas forcément du coup de pouvoir répondre directement à est-ce que ces pratiques ont évolué directement dans le temps, mais en tout cas à mettre le doigt sur le fait qu'il y avait des risques différents en fonction de certaines pratiques, et du coup ce qui nous a amené dans la suite du projet, quelque chose qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, plutôt une approche par le risque, plutôt qu'une approche de reconstitution de l'évolution de certaines pratiques, faute de pouvoir avoir suffisamment de données pour regarder en arrière. Donc, ce qui est illustré ici, par exemple, un peu sur la complexité ou le grain qu'on peut regarder, c'est qu'on voit pour différentes espèces, donc merlu, bar, sol, puis crustacés et autres, les trajectoires qu'on voit, c'est les trajectoires de pose des filets. Donc, on voit que pour finalement une même longueur de filet, on peut avoir des stratégies différentes. Pour des mêmes longueurs de bateau, on peut avoir des stratégies de pose ou de ciblage d'espèces qui ne sont pas les mêmes. Et ce qu'on a observé à l'intérieur de ces grains-là, ces petites flèches un peu du bas, c'est qu'on a du coup à l'intérieur de cet effort qui est resté un peu stable au niveau des filets. Par contre, secteur ou segment par segment, on peut avoir de la variabilité. On a vu par exemple une augmentation de la pêcherie au merlu, une diminution de la pêcherie au sol, ce qui répond aussi, on va dire, à des processus réglementaires, avec notamment je pense aux arrêtés sol. Mais dans l'idée de voir, en tout cas, ce sera une des axes des recherches futures, c'est de travailler à des échelles plus fines, voire même à l'échelle individuelle, à l'échelle de chaque bateau, dans la notion de risque de capture accidentelle. Ok, donc pour résumer, donc si on regarde à une échelle globale, on regarde des paramètres classiques d'évaluation de l'effort, on n'a pas d'augmentation de l'activité de pêche, mais le projet a permis d'aller regarder une échelle plus fine, et notamment pour les fileyeurs, qui a mis en effet des changements de pratique pour les plus de 12 mètres en tout cas, mais on a toujours un manque de données pour comprendre et pour mettre en évidence ce lien de cause à effet, donc l'hypothèse pour l'instant n'est pas vérifiée en l'état. Donc ensuite, la deuxième hypothèse que vous avez explorée, c'est est-ce qu'il y a plus de dauphins dans le golfe de Gascogne en hiver, ce qui expliquerait finalement cette augmentation des captures accidentelles. Alors, ouais, comme tu l'as dit, donc pour ça, on a des méthodes voilà, classiques, un peu anciennes de recensement du coup des cétacés qui se fait en fait par avion en suivant un certain nombre de transects. Donc c'est voilà, une méthodologie à l'échelle internationale, et avec différents moments et différentes échelles de collecte de données qui nous ont permis d'avoir des informations à l'échelle, on va dire, du golfe de Gascogne, mais aussi à des échelles un peu plus fines en hiver. Et passer à la diapo suivante. Du coup, à l'échelle du golfe de Gascogne, ce qui a été observé, c'est à travers des campagnes, voilà, les campagnes SAM entre 2012 et 2021, à l'échelle uniquement là, de l'hiver. Ce qu'il faut regarder d'abord, on va dire, sur les petites barres qui présentent l'abondance, c'est que l'abondance est stable, il n'y a pas de détection de différence d'abondance entre les années 2010 et les années 2020. Par contre, ce qu'on observe, c'est où sont les dauphins. Là, c'est les différences de cartes. Alors, on voit qu'il y a plus de cellules colorées, qu'il y a plus de dauphins, mais parce que les dauphins sont un peu plus répartis. Donc, on a la même abondance, mais qui s'est diffusée. Avant, on avait des fortes concentrations, des groupes plutôt importants qui étaient localisés sur le centre, voire sur l'extérieur du plateau continental. À partir de 2020, on voit, en tout cas les campagnes de 2020, confirment le fait qu'on a une diffusion de cette abondance. On a du coup un petit peu de dauphins partout, et notamment avec des groupes qui sont plus petits. Et la bande côtière, si on regarde la bande côtière qui devient occupée alors qu'elle était en 2010 relativement épargnée, on voit en effet beaucoup de cellules qui sont blanches, alors que maintenant on a des cellules colorées, notamment sur toute la bande côtière. Donc on a ce fait d'avoir un rapprochement des côtes en hiver. Et donc à la réponse, est-ce qu'on a plus de dauphins à l'échelle du golfe de Gascogne? Non.
Par contre, est-ce que dans certains secteurs, et notamment sur la bande côtière, il y a eu des changements? La réponse est oui, avec plus sur la bande côtière et donc plus sur des secteurs où la pêche est plus importante, quoi. Après, ce qu'on a voulu voir dans le projet un petit peu, c'était quelle était la dynamique à l'intérieur de l'hiver. Concrètement, il faut savoir que l'hiver, finalement, c'est une saison pour beaucoup de choses dans l'environnement sur lequel on a beaucoup de trous, notamment liés aux conditions climatiques qui empêchent d'avoir souvent de mettre en place un certain nombre de suivis, de campagnes régulières. Donc, c'est vraiment une zone qui est faiblement documentée, et alors qu'on voit que c'est la zone clé, notamment pour les captures accidentelles. Donc derrière ces campagnes qui fournissent souvent une image une image un peu moyenne à l'échelle d'un mois, on a voulu voir qu'est-ce qui se passait à une échelle beaucoup plus fine, avec des sorties qui étaient plus régulières au sein de chaque hiver. Donc ce qui est représenté là, c'est pour un seul hiver, 4 images à différents moments de l'hiver. Et ce qu'on peut voir, c'est pareil, là c'est la quantité de dauphins plus ou moins importante en fonction de l'intensité des couleurs. Et donc on voit qu'en fonction des périodes, on a à la fois plus ou moins de dauphins dans la zone, mais aussi ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est la capacité à avoir des rassemblements très denses de dauphins dans certains secteurs, et notamment passer la sonde des 100 mètres, quoi. Donc ça peut faire écho aussi, ou ça fait écho au phénomène des fois de capture et de pic d'échouage, avec ces capacités d'avoir quelque chose qui n'est pas stable dans l'hiver, mais qui présente des pics aussi de densité et de présence à certains moments et à certains endroits. Ok, donc tu l'auras dit, une population qui semble plutôt stable ces dernières années, mais qui se concentrerait à la côte en hiver, avec une répartition variable d'une semaine à l'autre. Une troisième hypothèse que vous avez explorée, c'est est-ce que les dauphins pourraient se prendre dans les filets parce qu'ils ont un état de santé qui s'est dégradé au cours des dernières années? Comment est-ce que vous avez pu étudier cette hypothèse? Alors, cette hypothèse a été regarder à travers un peu deux aspects, à travers du coup les travaux faits sur les nécropsies, sur les animaux du coup qui sont collectés à travers les échouages, à travers des prélèvements aussi sur des animaux vivants, à travers des biopsies, en regardant du coup deux aspects, l'état de santé global en comparant les animaux capturés et ceux morts d'autres causes, et un gros travail qui a été fait sur les niveaux de contamination et l'état de contamination, avec plus de 200 molécules chimiques qui ont été recherchées, tant pour comparer capture et non capture, que revenir sur on va dire les données historiques en reconstruisant 20 ans de contamination chez le dauphin commun. Je vais aller assez vite sur ces hypothèses-là. Ce qui a été amené, c'est que les animaux qui présentent des traces de capture sont globalement en meilleure santé avant leur mort que les animaux qui meurent d'autres causes de capture. Donc on a des animaux plutôt en bonne santé, un bon état nutritionnel. On a des niveaux de concentration en contaminants qui sont plus bas que chez les animaux qui meurent d'autres causes de mortalité. Donc les animaux qui sont capturés ne sont pas des animaux en mauvaise santé. Et au niveau de l'historique des contaminations, sur les 20 ans, on montre soit une stabilité, voire une diminution des contaminants observés, que ce soit des contaminants en termes métalliques ou organiques, qui correspond, on va dire, assez bien, on va dire, avec l'arrêt de certains types de contaminants dans le milieu, et avec une décroissance de certains contaminants, notamment de certains types d'insecticides ou de pesticides dans le milieu marin. D'accord, donc a priori, c'est pas ça non plus. Mais alors, l'hypothèse numéro 4 qui suit concerne l'alimentation des dauphins. Est-ce que vous avez observé un changement dans leur alimentation qui pourrait expliquer cette intensification des captures accidentelles? Est-ce que les dauphins, par exemple, viennent se nourrir au niveau des engins de pêche? Donc là, on a travaillé pour faire ça en analysant les contenus des estomacs des dauphins collectés, donc près de 160 estomacs, ce qui représente à peu près 50 000 proies en fait, identifiées sur une période allant de 2000 à 2020, mais en fait autour de deux blocs. Du coup, on va dire une période historique, 99-2006, et puis une période plus récente qui est dans les pics de mortalité, 2017-2019.
Ce qui est observé, c'est pas de changement du profil de proie du dauphin commun. C'est un prédateur de petits poissons pélagiques grégaires riches en énergie, espèce du coup plutôt grasse, donc qui va représenter encore une fois près de 80% de son alimentation. Par contre, à l'intérieur des espèces qui composent les petits pélagiques, entre les deux périodes, on observe des changements, plus d'anchois, moins de chinchards, ce qui correspond, on va dire plutôt, on va dire à l'évolution des stocks de poissons. Donc là, on retrouve un petit peu une image, en tout cas un reflet de l'évolution de certains stocks de petits pélagiques à travers l'alimentation du dauphin commun. On observe aussi sur certaines espèces un changement entre des proies plus côtières qui sont représentées de manière un peu plus importante, je pense aux spras notamment, et puis des proies qui étaient aussi secondaires, qui ont diminué par rapport entre deux périodes, qui étaient des proies plutôt du large. Je pense par exemple au merlan bleu, le poutassou aussi, qui a diminué entre les deux périodes. Et ça faisant aussi plutôt écho, plutôt résonance avec cette répartition un peu plus côtière des dauphins communs et des captures entre les deux périodes. Ça, c'est une image un petit peu à l'échelle, on va dire, des contenus stomacaux qui représentent une échelle un peu de quelques jours d'alimentation, à travers notamment les pièces dures aussi qui mettent du temps à se digérer. Par contre, une des informations aussi qui a été assez intéressante à montrer, c'est que les dauphins des animaux capturés présentaient des restes très frais, donc ils sont morts au moment où ils étaient en train de s'alimenter sur des actions de chasse. Et sur ces restes frais, il y avait une prévalence plus importante de deux espèces, sardines et anchois, qui sont beaucoup plus représentés dans les restes frais, dans les animaux qui sont capturés, que, on va dire, dans le régime moyen des animaux, quoi. Et à l'inverse, on n'avait pas d'espèces et pas de tailles qui sont ciblées par les engins concernés par les captures accidentelles. C'est-à-dire, on ne va pas retrouver des sols, un peu de merlus, voilà, d'autres espèces qui sont vraiment le centre, on va dire, des captures des engins capturant, enfin ciblant les espèces commerciales, sont pas celles dans lesquelles les dauphins vont s'alimenter. Donc, les dauphins ne vont pas s'alimenter, on va dire, ni aux dépens directement des engins de pêche qui sont des techniques de déprédation, ce qui peut arriver dans le cas de certains mammifères mammifères marins, qui peuvent comme ça aller s'alimenter directement sur les engins, ni non plus, on va dire, une convergence ou une compétition à un moment donné entre espèces et pêcheurs sur la même ressource. Là, on a plutôt, non, j'allais anticiper ce qu'allait présenter Mathieu à la suivre. Donc, on a vraiment du coup un dauphin commun qui se fait capturer au moment où il chasse ces deux espèces proies. Ok, donc on a quatre hypothèses qui n'ont pas pu être vérifiées, mais donc on commence à avoir quelques indices tout de même, hein. On a déjà un dauphin qui se rapproche des côtes en hiver et qui se nourrit de plus en plus d'espèces côtières, mais pas celles qui sont ciblées par les principaux engins responsables des captures accidentelles. Donc ça nous pousse à penser qu'il serait juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais alors la question qui va suivre, c'est pourquoi est-ce qu'il se rapproche des côtes finalement? Qu'est-ce qui a changé sur ces dernières années? Eh bien ça, vous allez le découvrir avec la deuxième partie du webinaire. Merci beaucoup Jérôme pour ta présentation. Donc Jérôme va rester avec nous et sera là au moment des questions pour donc vous apporter des réponses. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment dans le chat, hein, je le rappelle. Euh, donc, maintenant, on va passer à cette deuxième partie du webinaire qui va se focaliser sur l'hypothèse numéro 5, donc sur les cascades dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y aurait des dérèglements dans cet écosystème qui seraient transmis du plancton jusqu'aux dauphins. Donc, c'est Mathieu Doré, responsable du laboratoire de technologie et de biologie halieutique, qui va nous présenter cette hypothèse. Bonjour Mathieu. Bonjour Hortense, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter l'hypothèse initiale qui avait été formulée en début de projet? Ouais, tout à fait. Donc au début du projet d'Elmoge, il y avait une hypothèse qui partait des observations qui ont déjà été présentées, là, que les dauphins s'étaient rapprochés des côtes, notamment en hiver, quand ont lieu le maximum de captures accidentelles. Et donc l'hypothèse, c'était que les dauphins se seraient rapprochés des côtes pour suivre leurs proies, les proies qui sont les petits poissons pélagiques, comme vous l'a présenté Jérôme précédemment.
et que donc il y aurait eu des changements dans tout cet écosystème pélagique du golfe de Gascogne qui auraient entraîné donc le rapprochement des proies de la côte. Les dauphins les auraient suivis et donc ça aurait induit une augmentation des captures accidentelles parce que la pression de pêche est beaucoup plus importante près des côtes qu'au large, les deux zones où peuvent vivre les dauphins communs. Donc, c'est cette hypothèse qu'on a appelée de cascade écosystémique, espèce de réaction en chaîne dans tout l'écosystème qu'on a étudiée pour essayer de voir si cette hypothèse tenait la route ou pas, quoi. Ok, donc un bouleversement dans cet écosystème qui serait causé par les dérèglements climatiques. Et alors, pour étudier cette cascade de changements, vous êtes allé regarder en profondeur chacun de ces maillons un à un, et donc en commençant par la température. Est-ce que tu peux nous présenter ce que vous avez observé au niveau des températures dans le golfe de Gascogne? Oui, alors évidemment, quand on pense à des changements dans l'environnement, on pense forcément au dérèglement climatique, qui est le forçage majeur qui est en train de s'imposer sur l'environnement. Et donc, on pense à la température. Donc, on a analysé la température de surface du golfe de Gascogne observée par les satellites qui surveillent en permanence cette zone. Et donc, on a observé une augmentation significative de la température des eaux de surface du golfe depuis 23 ans, avec un réchauffement à toutes les saisons, sauf en été, et une augmentation entre 0,6 et 0,8 degrés depuis 20 ans de ces eaux de surface. Donc ça peut paraître pas énorme en valeur absolue, mais ça peut avoir des conséquences importantes dans l'écosystème, notamment pour les plus petits organismes qui sont très sensibles à cette température. Donc, une augmentation des températures de surface est observée. Et donc, tu parlais de ces petits organismes qui sont finalement en première ligne dans l'écosystème, hein. Et donc, il y a le plancton qui est à la base de la chaîne alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer les changements que vous avez observés et quel serait aussi ce lien avec l'augmentation des températures? Oui, alors le plancton est effectivement très sensible à son environnement parce que c'est des organismes très petits qui n'ont pas de capacité de régulation de température comme peuvent l'avoir les mammifères, par exemple. Donc à la base de toutes les chaînes alimentaires marines, il y a ce qu'on appelle le phytoplancton. Donc c'est des microalgues qui se développent en se nourrissant de nutriments. Donc on a étudié les débits des fleuves parce que une grosse source de nutriments dans le golfe de Gascogne, c'est les fleuves qui apportent des nutriments qui viennent de la terre. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une baisse significative du débit de la Loire, qui est un des fleuves principaux, 30% en 20 ans de diminution du débit. Et donc, en même temps, donc ça a probablement une origine climatique, hein, dû au réchauffement. Et puis également une diminution des apports en phosphore, donc qui est un des nutriments dont se nourrissent le phytoplancton, qui a diminué de façon significative en 20 ans. Donc ça, c'est probablement un effet du débit des fleuves, mais également des réglementations pour lutter contre la pollution à terre qui ont entraîné une diminution de phosphore. Et du coup, ce qu'on a observé également, c'est qu'il y a une diminution de cette production de microalgues, donc de phytoplancton, qui est à la base de toutes les chaînes alimentaires marines. Qui a été observée grâce aux données satellites, une nouvelle fois, qui surveillent les eaux de surface du golfe de Gascogne. Donc, on a observé une baisse significative de la production primaire, donc la production de microalgues dans le golfe, probablement sous l'effet combiné du forçage climatique et de la baisse de la quantité de nutriments venant de la terre qui pouvaient nourrir ces microalgues. Donc ensuite, ce phytoplancton, donc ces microalgues, sont consommés par du zooplancton, donc du plancton animal, des organismes très petits, hein, de l'ordre du millimètre au centimètre, qui ressemblent à des petites crevettes. Et on a étudié donc ensuite ces organismes pour voir si le forçage climatique dont on avait trouvé un effet potentiel dans le phytoplancton pouvait s'être propagé jusqu'aux consommateurs de phytoplancton, donc le zooplancton. Et on a observé également des changements dans le zooplancton avec une diminution de la taille moyenne du zooplancton, donc
du plancton plus petit et en même temps une augmentation forte de la quantité d'individus de zooplancton. Donc au final, la quantité globale, la masse totale de zooplancton n'a pas vraiment varié, mais par contre, la qualité du zooplancton, qui se traduit ici par la taille, a diminué, puisque du zooplancton plus petit est moins intéressant d'un point de vue nutritionnel que des zooplanctons plus gros. Et donc, voilà, on a trouvé également une trace euh, de, de cette, euh, de cet effet en chaîne climatique dans le compartiment du zooplancton, qui s'explique logiquement, hein, puisque s'il y a moins de phytoplancton, bah, du coup, le zooplancton a moins de ressources pour se développer, et donc sa taille, sa qualité diminue. Donc, si on résume, on a une augmentation des températures de surface, on a une diminution de la taille du zooplancton, mais pas de son abondance. Et ensuite, on a donc les petits poissons pélagiques, donc sardines, anchois, aspras, qui se nourrissent de ce zooplancton. Donc, est-ce que vous avez observé un impact chez ces petits pélagiques, petits poissons pélagiques? Oui, alors effectivement, on a été regarder dans le maillon suivant de la chaîne alimentaire qui, comme tu l'as dit, sont les petits poissons pélagiques. Donc ça a été fait dans le cadre d'un autre projet qui est le projet DEFIPEL, qui était également financé par France Filière Pêche. Donc on a beaucoup étudié cette relation entre les petits poissons pélagiques, qui sont des espèces importantes pour la pêche, et donc leur proie du zooplancton. Et donc ce qu'on a observé depuis une vingtaine d'années, c'est qu'il y a eu également une stabilité de la biomasse totale des petits poissons pélagiques dans le golfe de Gascogne, donc comme le zooplancton, comme leur proie. Par contre, il y a eu une augmentation de leur abondance totale, donc il y a plus de petits poissons pélagiques, mais comme le zooplancton, ils ont une qualité, donc une taille, une croissance qui est moins forte, qui a diminué fortement depuis 20 ans. Donc ce qui est représenté à droite là, par la baisse du taux de matière grasse annuel, donc qui est très suivi chez la sardine par les conserveries, parce que c'est important, c'est un indice de qualité pour les boîtes de conserve de sardines. Donc les conserveries ont observé une baisse de ce taux de matière grasse annuel, donc de la qualité des sardines, du contenu en acides gras, donc qui est une baisse parallèle à ce qu'on a observé dans leur proie du zooplancton. Donc là, le lien est assez direct, effectivement, puisqu'on a observé en milieu contrôlé que quand on nourrit des sardines avec des organismes plus petits, eh ben, les sardines ont une croissance qui est plus faible. Également, donc ça, c'est des changements en termes de quantité, de taille, de qualité des petits poissons pélagiques, qu'on a observé essentiellement au printemps, qui est la saison pour laquelle on a le plus de données, également à l'automne. Et le problème, c'est que on n'avait aucune donnée sur les petits poissons pélagiques, donc les proies des dauphins en hiver, au moment où se produit le maximum de captures accidentelles de dauphins. Donc, on a mis en œuvre dans le cadre du projet Delmoge des campagnes spécifiques en février 2023 et 2024 pour aller observer pour la première fois en hiver la distribution des petits poissons pélagiques, donc des proies des dauphins. Donc, on a utilisé le navire autonome Drix, là, qui est représenté sur la diapo. Donc, c'est un navire de surface, c'est un bateau autonome, en fait, qui était équipé d'un équipement acoustique de sonar qui permettait de détecter et cartographier la distribution des proies des dauphins, donc des petits poissons pélagiques. Donc, à droite, là, vous avez une carte de la densité des proies des dauphins observée en février 2023 par ce drone, ce navire autonome. Et donc, on a constaté que les proies des dauphins étaient concentrées près de la côte, donc à moins de 100 mètres de profondeur, là où on observe des couleurs les plus dans les tons verts et jaunes. Donc, ça a été observé en 2023 et en 2024. Et on a également observé des types de bancs de petits poissons pélagiques qu'on n'avait jamais observés à d'autres saisons, qui sont représentés en bas à gauche. Là, vous voyez, c'est également des densités de petits poissons pélagiques, mais cette fois-ci dans la dimension verticale. Donc plus on va vers le bas, plus on se rapproche du fond. Et on voit une nouvelle fois que les couleurs les plus chaudes là sont proches du fond. Donc ça indique qu'on avait des tapis de petits poissons pélagiques qui étaient vraiment collés près du fond, qu'on n'avait jamais observé auparavant.
donc qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe de différent chez les petits pélagiques en hiver dans cette zone. Oui, donc le projet a aussi permis d'apporter de la donnée qui était manquante sur cette période hivernale qui est donc à risque. Et donc vous avez observé ce rapprochement des côtes et du fond. Alors on avait vu précédemment à travers l'analyse des contenus des estomates dauphins qu'ils se nourrissaient au moment de leur mort de sardines, d'anchois, enfin, de petits pélagiques, donc de petits poissons pélagiques. Et donc est-ce que il se rapprocherait des côtes finalement pour suivre ses proies? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce lien avec le dauphin? Oui, alors c'est vraiment l'hypothèse qui est privilégiée, puisque les dauphins sont des animaux qui ont des gros besoins nutritionnels, donc ils ont besoin de se nourrir de proies très énergétiques. Donc ça a été également étudié dans le cadre du projet par un doctorant qui a regardé la relation entre les dauphins et les proies sur un angle de l'énergie. Et donc on a essayé de mieux comprendre cette relation alimentaire entre le dauphin et les proies dans l'espace. Et donc pour ça, on a combiné les données qu'on avait récoltées avec le drone DRIX, qui donne des données sur la densité, l'altitude, le type d'agrégation des proies en fonction de leur taille. Également les données collectées par les survols aériens qui donnent des densités de dauphins, comme vous l'a présenté Jérôme. Et donc on a combiné ces données avec également des données de pêche qui donnaient une idée de la distribution de l'effort de pêche à partir notamment des données de géolocalisation par des balises satellites. Et on est arrivé à formuler une hypothèse pour essayer d'expliquer pourquoi on avait des captures de dauphins dans par exemple, des filets à sol qui sont très proches du fond, ils sont à moins d'1 mètre au-dessus du fond. Comment des dauphins qui vivent plutôt en surface pouvaient se prendre dans des filets à sol? Et donc, c'est l'observation de ces tapis de proie très très denses là, qu'on a observé qui nous a mis la puce à l'oreille et nous a amené à formuler cette hypothèse qu'on a appelée du garde-manger piégé, qui est que le dauphin en hiver plongerait près du fond pour se nourrir sur ces tapis de proie très denses. Et donc, il se retrouverait malheureusement à ce moment-là dans la zone d'action également de filets, notamment des filets à sol, même très près du fond. Et donc, la présence et ce comportement alimentaire du dauphin en hiver pourrait expliquer pourquoi il y a une augmentation des captures accidentelles, puisqu'il plongerait pour se nourrir dans la zone d'action des filets. D'accord, donc si on résume, on aura donc une réaction en chaîne, donc une cascade de changements en lien avec le dérèglement climatique qui bouleverserait donc cet écosystème et causerait un rapprochement des côtes du dauphin pour se nourrir de ses proies. Et donc, il se retrouverait au niveau des zones de pêche. Et donc, ça entraînerait cette augmentation qu'on observe des captures accidentelles. Une fois que l'on sait cela, qu'est-ce qu'on peut faire de ces résultats concrètement en fait? Est-ce on peut en déduire des choses? Oui, alors on a essayé Jérôme l'a déjà introduit tout à l'heure, de travailler sur la notion de risque de capture, puisqu'un des objectifs du projet, c'était de proposer des pistes pour améliorer les mesures de gestion, les mesures visant à concilier pêche durable et conservation du dauphin. Donc pour ça, on a essayé de définir des cartes du risque potentiel de capture accidentelle de dauphins. Donc on a combiné pour faire ces cartes les observations de dauphins communs issus des survols, des observations sur les proies, donc à la fois la taille des proies, la densité des proies, leur altitude, issues des campagnes avec le drone DRIX, et puis des informations sur l'effort de pêche. Et on a produit le genre de carte là, qui se trouve à droite là, pour février 2023, donc qui est la période pour laquelle on avait l'ensemble de ces informations. Et donc sur cette carte, plus on va vers les couleurs chaudes, plus le risque de capture potentiel de dauphins communs serait élevé, d'après notre méthode. Donc on voit que le risque se concentrerait près de la côte. Et donc, on a essayé de valider ces cartes de risque de capture potentielle en mettant dessus la position de la présence ou de l'absence de capture de dauphins pendant les opérations de pêche sur lesquelles on avait des observations de l'information en février 2023.
Donc les présences de capture de dauphins sont représentées par des triangles rouges et l'absence de capture de dauphins pendant une opération de pêche est représentée par un cercle blanc. Et donc on voit que bah, les cercles rouges sont assez bien situés dans les zones où on a estimé que le risque potentiel était le plus fort. Donc il reste de l'incertitude hein, sur cette approche. On arrive à prédire la présence de capture accidentelle de dauphins seulement dans 60% des cas, mais c'est déjà pas mal. Et donc ça nous donne confiance que si on avait toute l'information, donc à la fois sur les dauphins, les proies, on pourrait produire ce genre de cartes qui pourraient aider à une gestion plus adaptative. Par exemple, à des fermetures de zones plus sélectives, on pourrait fermer juste les zones les plus à risque à un moment donné, plutôt que l'ensemble du golfe de Gascogne pour que ce soit moins impactant pour la filière. Par contre, pour aller dans cette direction, bah, il nous faut également valider nos cartes, hein, je l'ai expliqué, avec des données de pêche précises. Et une des limitations qu'on a aujourd'hui, c'est on a peu d'informations sur la présence et l'absence de capture accidentelle, puisque toutes les opérations de pêche ne sont pas couvertes, ne sont pas documentées. Donc, on a du mal à valider nos cartes de risque de capture puisqu'on n'a pas l'ensemble de l'information nécessaire sur la présence ou l'absence de capture accidentelle de dauphins. Donc, il faudrait vraiment qu'on progresse là-dessus pour avancer sur ces options de gestion plus ciblées, plus spatialisées du risque. Alors voilà, là on a donc un résultat de Delmoge. Alors faut bien préciser, hein, tu l'as dit que c'est pas un risque général, hein, c'est bien une image figée d'un risque spatial donc en février 2023 et pour les plus de 12 mètres. Donc merci beaucoup Mathieu de nous avoir présenté donc cette hypothèse qui pourrait expliquer donc cette augmentation des captures accidentelles du dauphin. Mais donc maintenant la question qui va venir, c'est comment est-ce qu'on peut se préparer pour la suite et en fait, notamment trouver des alternatives à une fermeture générale pendant un mois, qui, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus que c'est insatisfaisant. Et donc, tu l'as dit, tu l'as présenté, Mathieu, mais donc ça, c'est un résultat qui pourrait aider à trouver des solutions alternatives moins impactantes. Merci Mathieu. Donc, Jérôme, est-ce que tu peux revenir pour nous expliquer un peu comment est-ce que vous envisagez l'après Delmoge? Oui, enfin, comme on envisage l'après Delmoge, je pense que l'idée c'était ça, c'était du coup, qu'est-ce que Delmoge peut apporter, qu'est-ce que Delmoge a apporté dans des perspectives, on va dire, d'évolution des mesures de gestion, en voyant en effet, d'une part, que une fermeture voilà, complète du golfe est sûrement pas satisfaisante, que d'autre part, qu'on monte quand même pour le moment sur les dispositifs technologiques, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, on n'a pas encore trouvé la solution miracle et il n'y a sûrement pas d'ailleurs de solution miracle qui existe à l'échelle de l'ensemble du problème, que c'est probablement en fait sur une combinaison de leviers qu'il va falloir travailler dans l'avenir, en travaillant d'une part, on a vu sur la compréhension des causes, puisqu'on voit que quand on comprend mieux quand et comment les dauphins se font capturer, ça peut nous amener du coup à avoir des mesures plus ciblées et du coup plus efficaces. Donc, il y a voilà, nous on a un grand espoir dans le fait de ce que vient de montrer Mathieu et de pouvoir reproduire ça, de pouvoir le faire à plus fine échelle et peut-être même d'être capable de prédire ces zones à risque si on comprend bien les mécanismes qui font notamment déplacer les petits pélagiques et se faire rassembler petits pélagiques et dauphins communs, et notamment dans sa composante verticale, parce qu'on voit que finalement, ce n'est pas simplement une question de superposition, on va dire, horizontale ou en 2D, mais qu'on a bien un impact en 3D à devoir creuser. On a montré aussi qu'il y avait voilà, de la variabilité forcément dans les engins, qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne sait pas encore à quel moment les dauphins se feront plus ou moins capturer. On sait par exemple sur les pêcheries au chalut que c'était plutôt sur les moments de transition jour-nuit où il y avait des pics de capture accidentelle. Au niveau du filet, on voit qu'en fonction voilà, des temps de trempe, on voit qu'on a quand même des résultats qui sont différents à plus fine échelle et que cette donnée à plus fine échelle permettrait peut-être, en fonction des engins, de trouver les bons dispositifs technologiques qui pourraient être
peut-être plus spécifiques liées à certains engins et aussi peut-être à la modification de certains types de pratiques, moment de la journée, durée de trempe, type de zone, et que c'est plutôt sur un assemblage de mesures qui permettrait de globalement de réussir à baisser le curseur des captures accidentelles tout en maintenant, on va dire, en minimisant l'impact sur la profession. Merci beaucoup Jérôme, merci Mathieu. Donc vous nous avez résumé 3 ans de projet en 30 minutes. Donc voilà, on a découvert aujourd'hui que une petite partie du projet qui a permis donc de mieux comprendre cette situation qui est multifactorielle, hein. Vous l'aurez compris, c'est pas un phénomène qui est facile à comprendre. Mais voilà, vous avez pu répondre et émettre une hypothèse sur le pourquoi est-ce qu'on observe cette augmentation des captures accidentelles en hiver. Alors, vous pouvez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter sur le site internet du projet Delmoge les livrables scientifiques, mais aussi des fiches synthèses vulgarisées qui seront bientôt publiées. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. On va donc passer maintenant à la session de questions. C'est Alexandre qui va prendre la parole pour poser vos questions aux intervenants. On a aussi d'autres scientifiques qui ont participé au projet qui vont nous rejoindre pour répondre à vos questions sur leurs travaux. Oui, merci Hortense, bonjour à tous. Effectivement, les différents responsables des grandes parties du projet Delmoge ont capacité à répondre à vos questions et sont présents, donc n'hésitez surtout pas. Pour l'instant, on en a quelques-unes, donc on va les prendre et on va te garder, Jérôme, on va les prendre un peu dans l'ordre, mais il y en a qui sont, en tout cas, il y a de deux types, hein. Il y en a qui traitent de l'hypothèse 1 sur la partie pêche et l'autre, après, ça va être un peu sur l'hypothèse 4, la cascade trophique. Donc c'est Jérôme ou peut-être Laurent. Je vais vous passer la parole, mais voilà, il y a une première question et on l'a tous sous les yeux, mais il y en a une sur la qualité de la donnée historique là, pour affiner l'effort de pêche. Comment on juge la qualité de cette donnée et sur combien d'années on peut remonter pour optimiser cette connaissance pour savoir réellement évaluer l'effort des fileyeurs. Et après, il y en a une autre. Alors, c'était parce que sur ce que tu présentais, Jérôme, avec, je pense, les trajectoires des différents fileyeurs, mais ça reboucle peut-être aussi avec les cartes de risque que tu as présentées, Mathieu. Mais je pense que c'est juste pour reclarifier, pour que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire que cette approche de risque par technique de pêche, pour peut-être pas aller aussi directement que ce que présente la question. Je pense qu'il y a un peu de subtilité à apporter à la réponse. Mais voilà, donc je vous laisse dans un premier temps la parole, Laurent ou Jérôme, sur ces deux questions. Ouais, Jérôme, si ça te va, je vais pour la première question. En fait, je pense que ok, parfait, merci. C'est une très bonne question là qui a été posée sur comment on juge la qualité historique pour améliorer la quantification de l'effort de pêche. Il y a deux éléments en fait dans cette question. La première, c'est est-ce qu'on est capable en fait de remonter, de remonter sur les caractéristiques des engins qui sont mis en mer. Et il s'avère que depuis décembre 2024, en fait, on a amélioré un module dans le système complexe qui permet d'acquérir les données déclaratives. Et là-dessus, alors c'est assez récent comme information. On a au moins depuis 2015-2016, en fait, on a grandement amélioré ces choses-là. Donc ça, c'est on a amélioré les flux nationaux par rapport à ça. Et la deuxième chose par rapport à la quantification de cet effort de pêche, comme ça a été montré rapidement par Jérôme, on a beaucoup fait usage de données de spatialisation à haute résolution. L'AIS en particulier. Bon, la VMS, c'est déjà inclus dans les systèmes nationaux. Et pour l'AIS, justement, on a commencé à s'intéresser, au-delà de Delmoge, en fait, de comment quantifier au mieux les efforts de pêche des arts dormants. Et là, les séries qu'on a actuellement et sur lesquelles on a commencé à travailler remontent jusqu'à 2006-2007. Donc, pour répondre à la question, en fait, je pense qu'on pourra au moins rajouter 10 à 15 années d'élaboration de l'effort de pêche avec ce qu'on a à disposition. Voilà. J'apporterai un petit complément de ce qu'on n'a pas montré et qui représente les derniers aussi résultats de Delmoge, c'est que sur les échantillons qui étaient disponibles de pêcherie, donc ça représente à peu près 20% des bateaux
est plutôt les plus gros, on va dire. Sur cet échantillonnage regardé depuis voilà, de 2015 à peu près aujourd'hui, on voit que si on regarde les surfaces pêchantes déployées dans le golfe de Gascogne par an et par mois, on voit que l'image tend à changer avec des surfaces pêchantes qui augmenteraient notamment les mois d'hiver. Donc c'est ça qui aussi qui nous, voilà, une des avancées du projet était aussi voilà, de détecter les pistes sur les métriques peut-être à aller rechercher, d'avoir des premiers signaux sur voilà, un échantillon de certains bateaux, de certains segments de pêche, et qu'il va falloir voilà, essayer de suivre de manière plus standard dans le temps aussi, si on n'arrivera pas, ce qu'a dit aussi Laurent, à remonter très loin dans le passé, on va pouvoir aussi continuer à stabiliser certains flux de données et certaines manières de les analyser. Ça a été aussi ça l'une des apports du projet. Merci, messieurs. Sur la partie approche de risque, donc avec la question, pour revenir un peu là, pour que tout le monde comprenne bien ce que c'est que l'approche de risque par technique de pêche, et répondre à la question qui est, est-ce qu'il faut comprendre que la pêcherie de Mélu présente davantage de risques? Est-ce qu'il y en a qui ont un peu d'éléments à apporter à ça? Bon, ouais, bon, je vais prendre là, j'ai essayé de répondre à ça. Oui, l'idée, ce qui a été aussi regardé, c'est notamment à travers les données d'observation, OPSCAM, OPSMER, c'est de regarder derrière voilà, la composante finalement filet. Est-ce que tous les filets capturent de la même manière ou ont les mêmes taux de capture? Et ce qui est observé notamment, c'est que les fileyeurs au merlu notamment et à la sole présentent des taux de capture accidentelle plus élevés que d'autres filets ou que d'autres lorsque les filets sont déployés sur d'autres espèces cibles, quoi. Donc il y a cette idée, en effet, que tous les engins ne présentent pas le même risque de capture, sous-entendu la même capturabilité, les mêmes taux de capture en fonction voilà, des filets ou des cibles un petit peu déployées. Donc on n'a pas comme ça un risque qui est totalement homogène, même au niveau des arts dormants, enfin au niveau de la pêche, quoi, au niveau de la pêche au filet. Et que sûrement, en fait, à l'intérieur de ça, le risque, il n'est pas forcément uniquement lié à quelle est l'espèce cible, mais peut-être aussi voilà, à d'autres facteurs associés aux pratiques, associées à la pose, à la technicité et pas uniquement non plus à la zonation, quoi. Donc, c'est ces approches-là qui ont été développées, qui ont été aussi un peu mis en avant lors du projet, cette variabilité en fonction des engins. Merci Jérôme. On va rester toujours sur ce qui a été présenté et après il y a des questions qui essaient d'ouvrir un peu plus large ou en tout cas qui se posent un peu plus large que juste les hypothèses présentées. Mais donc sur ce qui a été présenté, notamment sur la cascade dans l'écosystème et l'hypothèse 4, il y en a une première autour du fait, bon, il faut que je le prenne tel qu'elle est écrite, hein, mais qui demande est-ce que cette hypothèse-là, quand bien même tous les faisceaux d'indices pointent vers elle, est-ce qu'elle n'est pas à modérer au vu des niveaux d'échouage là, des derniers hivers? Et après, sur la fin de la présentation, avec ces cartes de risque qui sont donc présentées sur, c'est des cartes de risque a posteriori parce que c'est celles qui sont construites à partir de la donnée. Là, c'était février 2024, si je ne m'abuse. Mais donc, une fois qu'on a cette case de risque du a posteriori, comment on fait pour la projeter et la prédire? Et la vraie question, une fois qu'on la projette ou qu'on essaie de la prédire, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de spatialisation de la dynamique des petits pélagiques? Mais en fait, là, on est un peu dans le débat sur une carte à un instant T versus de la dynamique au cours du temps. Mais voilà. Et effectivement, Mathieu, tu as décoché le micro. Donc, la parole est à toi. Ouais, merci Alexandre. Euh, sur la question sur les deux derniers hivers, il faut bien voir que sur les deux derniers hivers, il y a une fermeture complète du golfe de Gascogne en février, donc qui est la principale période à risque. Donc il y a une forte diminution des captures accidentelles, ce qui est logique et assez attendu, puisqu'il y a une mesure de gestion forte qui visait à diminuer les captures accidentelles. Donc, on ne peut pas traiter de la même façon les deux derniers hivers que les autres, puisque là, il y a une mesure de gestion qui a complètement changé la dynamique des échouages qu'on observe. Donc, pour moi, l'hypothèse de la cascade écosystémique reste valable, malgré ces observations des deux derniers hivers qui sont forcément impactés par la fermeture du golfe. Et sur la spatialisation des petits poissons pélagiques, oui, effectivement,
Nous, on a observé les petits pélagiques que pendant 2 hivers, donc en février 2023 et 2024. C'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, on a des cartes précises de la distribution des proies à ce moment-là. Mais si on veut produire le genre de cartes de risque qui ont été montrées, bah, il faudrait avoir un suivi en routine en hiver des petits poissons pélagiques, des proies des dauphins pour accumuler encore plus de connaissances sur leur distribution spatiale en hiver. Ça, c'est évident. Nous, on l'a fait sur 2 ans avec les ressources du projet, mais si on veut l'utiliser en opérationnel après, il faudrait le faire en routine. Et effectivement, une des perspectives, ce serait d'intégrer ces observations sur la distribution des proies des dauphins dans des modèles plus qu'on appelle mécanistes, ou des modèles mathématiques qui pourraient essayer de prédire cette distribution à l'avenir. Mais pour que ces modèles soient efficaces, il faudrait qu'on ait une série de données importantes d'observation pour pouvoir calibrer ces modèles, pour qu'on ait une bonne confiance dans la fiabilité de ces modèles. Donc, il faut d'abord collecter de l'information, observer ce qui se passe sur le terrain, et ensuite, on peut espérer construire des modèles qui pourraient être efficaces pour projeter, prédire ce qui peut se passer, quoi. Merci. Et donc, tu as anticipé et répondu à la question sur les actions à faire pour mieux comprendre et confirmer ces dynamiques de petits pélagiques. Donc voilà, c'est souvent une réponse, mais les séries temporelles sur le long terme sont quand même la meilleure réponse pour comprendre ces phénomènes et pouvoir les valider. Euh, voilà. Plus globalement, après, il y a eu des questions autour un peu plus globales à l'ouverture sur est-ce qu'il existe dans le monde des problématiques similaires et si oui, quel a été un peu l'arsenal d'outils ou de réponses que les gens ont mis en place pour contrer ces phénomènes, soit de capture accidentelle, soit de hausse, soit de mortalité grandissante. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce phénomène, alors il faut que je retrouve la question, s'observe sur d'autres espèces de cétacés ou seulement sur le dauphin commun? Et si ça s'observe, est-ce que des travaux similaires à Delmoge avec le passage de ces hypothèses et ces travaux-là sur d'autres espèces ont été menés? Donc ça, c'est des questions un peu globales. Je peux envoyer la parole, sinon prend qui veut, mais Jérôme ou D'accord, ouais. sinon on Alors, passe la parole à quelqu'un d'autre. Des fois, vous êtes nombreux, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent. Si... ouais, non, mais j'essaie de répondre. Alors, sur la question de la littérature, de la problématique, oui, les captures accidentelles, c'est une problématique qui est mondiale. Par contre, hein, il y a des circonstances de capture tant sur les métiers que sur les espèces et qui ne sont pas forcément les mêmes d'un coin du monde à un autre. Donc, dans le cadre de Delmoge, il y a eu fait des concertations avec d'autres scientifiques à travers le monde aussi, pour voir comment avait été traité et résolu le problème. Comment il a été traité ou forcément résolu dans d'autres systèmes, il a pu être résolu dans des cas en fait où les pêcheries impliquées étaient souvent une seule pêcherie de manière et avec des taux du coup d'observation de quasiment 100%. Donc par exemple aux États-Unis, hein, il y a du coup, c'est vrai aussi en Australie, on a des 100% de la pêcherie qui est observée par des contrôleurs de pêche. Quand on dépasse un certain quota, bon, on ferme la pêche. Voilà, une des originalités, je veux dire, et surtout une des difficultés majeures qu'on a nous dans le cadre du golfe de Gascogne, c'est aussi la diversité des métiers, des engins et des techniques impliqués, du nombre de bateaux aussi que ça représente, qui donne en fait un challenge, au-delà du challenge technologique, aussi un challenge de gestion et de maintien, on va dire, de l'équité de la profession face à certaines mesures et d'un problème, on le voit à travers le plan d'action, une difficulté de suivre finement les niveaux de capture accidentelle qui, on va dire, se heurtent un peu avec certaines solutions mises en place dans d'autres pays. Après, sur la deuxième question, alors, sur les hypothèses et les conclusions, je ne sais pas dans quel sens comprendre la question. C'est est-ce qu'en fait, du coup, est-ce que d'autres espèces cétacées Ouais, moi réagissent je la de la comprends même comme ça. manière que le dauphin commun sur les captures accidentelles? Probablement que non, dans l'idée où on voit bien la relation petit pélagique dauphin commun. On sait que par exemple, si on va regarder les problèmes de capture de marsouins, sont sûrement d'autres mécanismes
puisqu'il va s'alimenter voilà, avec d'autres techniques d'alimentation sur d'autres espèces cibles. Donc on n'a pas forcément, voilà, là où on voit que finalement les causes et les mécanismes peuvent être aussi liés à l'écologie de ces espèces-là. Par contre, il y a du coup d'autres travaux à travers le monde, je pense notamment voilà, en Europe, sur les enjeux de marsouins avec des populations qui sont très en déclin sur le marsouin notamment. On a aussi des cas voilà, ailleurs dans le monde, voilà, une espèce de petit marsouin dans le golfe du Mexique, le vaquita, qui va aussi probablement disparaître suite aux captures accidentelles dans le golfe du Mexique. Donc en effet, on a ensuite voilà, d'autres situations, mais des fois avec du coup d'autres hypothèses et d'autres espèces, puisqu'on sent bien que quelque part aussi l'écologie et le comportement de l'espèce capturée a aussi un rôle dans la manière probablement de solutionner aussi le problème. Merci Jérôme. Question qui part sur d'autres parties du projet d'Elmoge, notamment l'arsenal d'outils qui pourrait être déployé pour réduire ce phénomène et notamment des règles de gestion potentielle. Donc ça, c'est peut-être plus toi, Laurent, sur la possibilité de décaler l'effort de pêche et en fait les stratégies de gestion. Est-ce que ça a été testé et est-ce que ça a été... est-ce que c'est faisable? C'est ce qui a été demandé. Je pense qu'avant même de tout ça, il faut essayer de se poser si ça a été regardé et fait dans le projet. Et après, si c'est fait, est-ce que c'est faisable et quels sont les impacts potentiels sur la pêche? À ma connaissance, non, pas dans le projet. Après, Jérôme peut peut-être compléter. Donc, c'était pas des choses qu'on avait envisagées en fait en termes d'organisation des différents work packages. Mais oui, on a des outils qui permettent d'élaborer des scénarios et de modifier en particulier au niveau spatial en fait l'effort de pêche et de voir les conséquences que ça peut avoir sur une partie de l'écosystème dans la manière dont c'est simulé. Mais je pourrais pas aller plus loin que ça en termes de réponse. Et en termes, alors je rebondis parce qu'il y a une question là-dessus. Est-ce que c'est possible de simuler les captures des 2 derniers hivers s'il n'y avait pas eu de fermeture? Les captures au niveau de la pêcherie. Capture accidentelle, je suppose. Ah, des captures accidentelles. Eh ben, alors là, je vais peut-être laisser la parole à Mathieu Autier. Merci Laurent. C'est une question légitime mais assez difficile en fait celle-ci puisque c'est comme elle l'indique, hein, elle est posée, elle demande Mm. de dire quelque chose qui n'a pas eu lieu puisque la fermeture a eu lieu. Donc là-dessus, en fait, pour répondre à cette question, on est obligé de faire beaucoup d'hypothèses, notamment sur comment se serait déployé l'effort et où est-ce qu'auraient été les animaux. Et la plupart du temps, on va prendre les situations les plus similaires qu'on arrive à identifier. Donc il faudrait réussir à bien caractériser à partir de ce que l'on peut mesurer. La plupart du temps, c'est plutôt via les mesures satellitaires, quel aurait été l'environnement dans le golfe de Gascogne et où est-ce que les animaux auraient été présents et où est-ce que les bateaux aussi seraient allés pêcher. Et ensuite, on pourrait essayer de recroiser effectivement toutes ces prédictions pour essayer d'avoir une idée d'un risque de capture potentiel. Mais voilà, c'est le genre d'exercices qui sont qui demandent beaucoup d'hypothèses en fait pour pouvoir être réalisés. Et toutes ces hypothèses peuvent être discutées, discutables. Donc ça peut apporter une réponse, mais c'est une réponse qui est souvent à prendre avec beaucoup de pincettes également. Merci Mathieu. Revenir sur peut-être notre hypothèse 5 là sur la cascade dans le sein de l'écosystème et donc c'est en lien avec le forçage et notre changement climatique où certains se demandent si les trajectoires de température continuent comme ça à l'augmentation, est-ce qu'on peut pas en fait continuer à tirer les lignes vers le haut? Je pense pas que ce soit aussi direct que ça comme réponse en disant on prend nos courbes et on les projette tous. Si tout se réchauffe, tout augmente, mais la question est posée. Oui, je pense que c'est plutôt un phénomène de bascule en fait. Là, ce qu'on a observé, c'est que les dauphins sont rapprochés des côtes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le dauphin, il a le choix entre se nourrir plus au large, donc au-delà du plateau continental, ou sur le plateau continental. Donc là, il semble que, il y a eu cette bascule qui soit faite, que le dauphin commun ait basculé son alimentation de façon plus importante sur le plateau continental. Et donc,
c'est pas lié linéairement, proportionnellement avec l'augmentation des températures. C'est pas parce que la température augmente que les captures de dauphins vont augmenter. Mais là, ce qui semble assez clair, c'est que la distribution des proies a changé, la distribution des dauphins a changé, et a priori, on voit pas trop de raison pour laquelle ça évoluerait ou il y aura un retour en arrière. Mais là, encore une fois, on entre en terrain inconnu avec l'accélération du dérèglement climatique. Très difficile de prévoir ce qui va se passer. On en est bien souvent réduit à essayer d'observer sur le terrain les changements et ensuite de les comprendre a posteriori avec des modèles. Merci Mathieu. Je vais reprendre deux questions en une et je vais la traiter de la manière suivante. Et là, je pointerai personne du doigt. Le premier qui a une idée y répond, mais c'est plutôt comment intégrer la connaissance empirique professionnelle au sein des projets de recherche et ou des modèles d'évaluation pour avancer sur ces questions. Alors ça, c'est une question qui est posée là dans le cadre de Delmoge, mais intégrer la connaissance empirique des professionnels dans les projets de recherche. C'est des projets de recherche en soi. Il y a des gens qui se posent ces questions-là sur comment l'intégrer. Si vous avez des pistes ou des propositions de réflexion sur comment faire ça, c'est peut-être le meilleur moyen de traiter les deux questions qui tournent autour de ça. Si on n'a pas d'inspiration, Si, bah, je peux- j'aime lancer. Non, je pense qu'il y a différentes manières de l'intégrer. Déjà, on l'a vu, il y a une manière qui est un petit peu informelle, c'est à travers les discussions qu'on peut avoir, les hypothèses qui sont formulées par la profession. Voilà, Virginie Lagarde, du coup, du Finistère, faisait ce lien sur les beaux-lyncheurs, les discussions avec les beaux-lyncheurs qui n'étaient pas forcément liées directement avec la problématique, notamment sur ce qui se passe, on voit plus sud dans le golfe de Gascogne, ont contribué, on va dire, à formuler un certain nombre de pistes associées aux captures et aux relations avec les petits pélagiques. Donc on a finalement un certain nombre d'hypothèses scientifiques qui rentrent dans les projets de recherche, qui sont quelque part produits à travers, on va dire, des échos, des remontées aussi de la profession, mais de manière un petit peu informelle, mais des petites graines, on va dire, qui sont plantées chez les scientifiques et qui vont permettre, on va dire, du coup, après, de formuler des hypothèses qui seront testées, ensuite déroulées de manière scientifique. Donc, il y a ce premier niveau. Et je dirais après, le deuxième niveau, et c'est sûrement ça sur lequel, en tout cas, on aimerait progresser aussi dans Delmoge, c'est la capacité, en fait, en effet, à mobiliser le savoir de la profession sur un certain nombre de ressentis, de pratiques. Alors, ça se passe à travers des enquêtes. Bien sûr, il faut du temps, il faut de la mobilisation. Sur le sujet des captures accidentelles, qui est un sujet plus compliqué, sûrement, pour lequel voilà, aborder le problème à l'échelle de chaque pêcheur. Mais on voit qu'il y a que les pêcheurs sont à l'origine aussi de solutions, ou aussi de compréhension de certains événements qu'on n'a pas. Et à travers les enquêtes qui ont pu, il y a eu un gros, on n'a pas parlé, comme on dit, on ne pouvait pas tout faire, mais un gros travail d'enquête aussi qui a été fait auprès notamment de la profession, mais aussi d'autres, on va dire au sens large, et avec certains ressentis de certains pêcheurs qui vont dans le sens qu'il y a des certain nombre de pratiques, voire des fois même de la pratique individuelle, pour avoir un lien avec le phénomène de capture accidentelle. Je vais faire un parallèle que j'illustre assez souvent. Si on a vu par exemple sur les problèmes de déprédation à l'égine dans l'océan austral, on s'est rendu compte que le comportement individuel du patron, pas du bateau, mais du patron, en fait, avait un impact sur les taux de déprédation, notamment sur la manière, on va dire, dont il filait, comment et souvent avec, on va dire, la manière dont il relançait les moteurs des bateaux entraînait, on va dire, des fois certaines signatures acoustiques qui étaient perçues en fait par les prédateurs et reconnues, quoi. Et là, on voit qu'on a en fait une échelle qui est assez fine dans finalement, qui fait augmenter le risque, qui fait augmenter des fois les taux de capture qui sont
très éloigné de données réglementaires, quoi. Et donc, voilà, c'est cette interaction des fois film à travers des ateliers, à travers du recueil d'informations. Et c'est pour ça aussi que l'importance des sciences humaines et sociales pour compléter les approches, on va dire, de sciences en écologie doivent être associées dans des projets pluridisciplinaires pour tendre vers cette meilleure interaction et du coup et de mettre un maximum de pièces ensemble entre savoir et science, quoi. Savoir de la profession, savoir des acteurs et scientifiques. Merci Jérôme. Et oui, Mathieu, tu voulais réagir là-dessus? Ouais, tout à fait d'accord avec Jérôme sur l'aspect savoir empirique des pêcheurs à valoriser. Je pense qu'une dimension de la question de Virginie Lagarde, c'était aussi sur des données que les pêcheurs peuvent également acquérir en mer et qui peuvent être utiles et utilisées. Donc il y a un projet, il y a une action qui a démarré au cours du projet Delmoge, qui est en cours là, pour essayer de collecter des informations sur la distribution des petits poissons pélagiques dans le cadre du programme OPSCAM, donc un programme d'équipement de filière avec des caméras pour observer les captures accidentelles. Donc l'idée, ce serait, en plus d'avoir l'info sur les captures accidentelles de dauphins, ce serait de collecter des données qui sont acquises par les bateaux de pêche eux-mêmes pour savoir est-ce que quand il y a eu des captures accidentelles, est-ce qu'il y avait des proies des dauphins qui étaient présentes sous le navire, à quelle profondeur, etc., pour essayer de valider ou invalider notre hypothèse là, du garde-manger piégé. Donc ça, c'est vraiment un exemple de science participative avec les pêcheurs professionnels qui pourraient apporter des données exploitables directement par les scientifiques pour mieux comprendre cette question. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on essaye de faire en ce moment. Là, ça va recommencer à l'hiver prochain là, pour essayer d'avoir ces données et mieux comprendre ce qui se passe. Et donc voilà, je pense qu'il faut qu'on essaie d'exploiter un peu toutes les sources d'informations possibles pour comprendre ce phénomène et essayer de réduire les captures accidentelles. Merci Mathieu. Et il nous en reste deux et on arrive bientôt au bout de notre exercice. Il va être 12h30. Je vais me permettre d'apporter deux succinctes réponses aux deux et après, si rebond il y a, aucun problème. Mais alors la première sur des retours profession ou des pêcheurs eux-mêmes sur les résultats. Vous dire, mais vous l'avez vu, que les professionnels et les structures de représentation sont partie prenante et sont partenaires des projets et de ce projet en l'occurrence. Pardon. Donc en fait, ils l'ont suivi, ils ont participé. L'amélioration de la connaissance et la compréhension du phénomène est un point positif et en fait, globalement, tout le monde en reste un peu à et après, c'est-à-dire que comment on avance pour faire en sorte que cette fermeture du mois ne soit pas la seule et unique réponse qu'on puisse apporter, parce que c'est pas satisfaisant à date, voilà. Et après sur cette étude et cette analyse-là, du scénario de cascade, je vais répondre, pour vous, messieurs, mais c'est le cœur du travail de toutes ces équipes de recherche, essayer de comprendre les écosystèmes, les relations qui s'y passent, pouvoir les comprendre, les évaluer, les scénariser. Donc en fait, sur quoi ça s'est basé, c'est le fondement de métier de chercheur que d'essayer de comprendre toutes ces relations et pouvoir y apporter des réponses. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes de cascade trophique ou de cascade dans l'écosystème qui se passent autres que les captures accidentelles? Bien évidemment, c'est le principe d'un écosystème avec toutes ces relations. Il y en a d'autres. Voilà. Après, est-ce que les travaux d'Elmoche se sont basés sur des exemples pour essayer de travailler à essayer de comprendre cette cascade, pas directement, mais je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, Delmoge, sa force, mais Jérôme l'a très bien dit au début aussi, c'était d'intégrer, beaucoup de connaissances, d'en générer beaucoup d'autres pour pouvoir et de 1 faire un gros point d'étape de où on en est et ce qui reste à faire et d'avancer et apporter des solutions pour la suite. Voilà, pour, ce que je pouvais rajouter sur les questions qui restaient. Et on a fait le tour, Hortense, donc je te rends peut-être la parole pour la conclusion.
Merci Alexandre. Je pense que c'était déjà une bonne conclusion en soi. Voilà, le projet d'Elmoge a permis de mieux comprendre ce phénomène en intégrant toute cette connaissance, mais aussi en apportant des nouvelles, notamment sur cette période à risque. Plus de connaissances permet derrière d'apporter des solutions plus adaptées à la problématique. Donc voilà, un projet d'ampleur qui arrive à son terme et qui laisse entrevoir pour la suite déjà des pistes pour l'amélioration des connaissances, mais aussi un apport méthodologique pour l'analyse et faire parler justement toutes ces données. Voilà, l'effort continue et à travers ce partenariat scientifique professionnel pour trouver des solutions alternatives à cette fermeture du golfe de Gascogne. Donc voilà où en est la connaissance et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et merci particulièrement à Jérôme, Mathieu et aussi Laurent et Mathieu Autier qui nous ont rejoints pour les questions. Merci à tous.